Michel Bedbédé-Matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Golda Meir, de l'enfant pauvre à Kiev à la fondatrice de l'État d'Israël. Lors de ses obsèques, en décembre 1978, à l'âge de 80 ans, dans un cimetière de Jérusalem sur le mont Herzl, ils sont nombreux, chefs d'État ou de gouvernement, à se presser pour rendre un dernier hommage à cette figure matriarcale, dernière représentante de la génération des fondateurs de l'État d'Israël. Quel parcours pour la petite fille née à Kiev, émigrée aux États-Unis à l'âge de 7 ans pour fuir la terreur infligée par le régime tsariste, avant de rejoindre un kibboutz en Palestine après 15 années en Amérique. Galvanisée par le rêve sioniste, déterminée à la fondation d'un foyer refuge pour tous les Juifs, la jeune femme, devenue américaine, va rejoindre la terre de Palestine placée sous mandat britannique et contribuer pendant plus de 55 années à la naissance du nouvel État dans un environnement permanent de violence et de remise en cause. Le conflit israélo-palestinien n'a de nos jours pas encore ébauché de solution pérenne. Golda Mabovitch est née à Kiev le 3 mai 1898. Le régime tsariste impose aux Juifs de vivre dans des ghettos et non dans la belle ville qui surplombe le Dniepr avec ses riches demeures et ses églises innombrables. Moshe, le père de Golda, est menuisier et sa mère, la rousse et énergique Bluma, reste au foyer avec ses 3 filles. Shana, de 9 ans l'aînée, et Tsipka, née 4 ans après Golda. 5 autres enfants sont morts en bas âge. Étant donné les pogroms incessants et la cruauté de leurs auteurs, l'émigration vers les États-Unis obsède les familles. Ainsi, Moshe, le père, réussit à partir seul en promettant que Bluma et les enfants le rejoindront dès qu'il aura épargné l'argent nécessaire. De fait, il s'installe à Milwaukee dans le Middle West et au printemps 1906, la mère et ses 3 filles entreprennent une incertaine et dangereuse traversée de l'Europe pour gagner les bords de l'Atlantique. Elles réussissent à rejoindre Anvers, puis à embarquer dans un vieux cargo. 14 jours de mer, entassés avec d'autres candidats à l'immigration dans une minuscule cabine dont les planches tiennent lieu de lit, Golda, la seule à échapper au mal de mer, contemple l'océan et rêve d'un souriant avenir. Une autre vie commence. Golda doit apprendre l'anglais et peut aller à l'école tout en aidant ses parents. Elle apprend vite et se révèle excellente élève. L'adolescente de 11 ans, soucieuse d'équité, se fait remarquer en organisant une collecte d'argent afin que tous les enfants de l'école puissent acquérir les livres nécessaires. À 14 ans, elle termine brillamment l'école élémentaire et veut poursuivre des études pour devenir enseignante. Mais elle se heurte à ses parents car ils estiment qu'elle doit gagner sa vie. Elle décide alors de quitter le domicile familial pour rejoindre sa sœur Shana à Denver où elle pourra suivre les cours du collège et travailler en même temps pour assurer son indépendance. C'est l'occasion de retrouver d'autres juifs émigrés de Russie et de s'ouvrir l'esprit par des discussions politiques. Les épreuves traversées forgent les convictions. La belle jeune fille de 16 ans, au caractère affirmé, supporte mal la tutelle de sa sœur et, refusant tout compromis, préfère la quitter pour un emploi dans un magasin d'étoffes et un logement dans une petite chambre. Golda rencontre un jeune homme, Maurice Meyerson, dont la famille a fui la Lituanie. Le garçon, féru de poésie, de musique et d'art, lui fait découvrir un autre monde en lisant les poètes, en écoutant Mozart au concert, en allant voir des expositions. Alors qu'elle a quitté le domicile familial depuis 2 ans, Golda reçoit une lettre de son père qui lui demande de revenir car sa mère dépérit de chagrin depuis son départ. Elle accepte avec l'accord de son amoureux après avoir échangé la promesse de s'écrire chaque jour en attendant de se marier. Elle va reprendre l'école pour devenir enseignante. Sous l'influence de ses parents, bien intégrés à la communauté juive de Milwaukee, elle s'intéresse au sionisme,
d'autant que, dans ces années 1915-1916, de nombreux émigrés juifs arrivent d'Europe où sévit la Première Guerre mondiale. Alors que les États-Unis se préparent à intervenir, le Fonds national juif récolte des fonds pour acheter des terres en Palestine, territoire appartenant à l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle. Cette perspective séduit Golda, alors prête à tenter l'aventure du retour au pays des ancêtres. Mais Maurice ne partage pas cet idéal sioniste. Il leur faudra attendre la déclaration de Lord Balfour en novembre 1917 sur le principe de la création d'un foyer juif en Palestine pour décider leur départ après avoir célébré leur mariage. Vêtue d'une simple robe de crêpe, Golda Mabovitch devient à 19 ans Golda Meyerson. En fait, c'est seulement en juillet 1921 que Golda arrive en Palestine. Il lui aura fallu attendre que la situation soit stabilisée après les années de guerre. En attendant ce voyage vers la terre promise, la jeune épouse, devenue une fervente sioniste, parcourt les villes d'Amérique jusqu'au Canada pour distribuer un journal yiddish, tandis que son mari, resté à Milwaukee, peint des affiches et aménage leur appartement. Enceinte, elle décide d'avorter en considérant que l'éducation d'un enfant n'est pas compatible avec ses déplacements. Lors de la première convention du Congrès juif américain à Philadelphie en décembre 1918, elle est choisie pour faire partie de la délégation de Milwaukee. La jeune femme, de 20 ans, se fait remarquer à la tribune par son talent oratoire alors qu'elle s'exprime sans notes devant les congressistes médusés. C'est en mai 1921 que Golda et Maurice, après avoir épargné l'argent du voyage, embarquent avec la famille de sa sœur Shanna. Il leur faudra près de 3 mois pour parvenir à Tel Aviv, après avoir connu de très rudes conditions de navigation, d'abord jusqu'à Naples, puis jusqu'à Alexandrie, avant l'ultime étape en train dans la péninsule du Sinaï, sous une chaleur accablante. Les premiers mois sont particulièrement pénibles. Le logement est minuscule, l'environnement insalubre et le climat suffocant. Mais la résolution de Golda ne faiblit pas, d'autant que son intention est de vivre dans un kibbutz, cette ferme collective qui combine le travail non rémunéré et la vie en commun pour tous. L'intégration dans un kibbutz de Galilée demande du temps et de la motivation, car les couples ne sont d'ordinaire pas admis. Acceptés à l'essai, Golda et Maurice seront toutefois confirmés quelques mois plus tard. 1 an après leur arrivée, Golda, dont on moquait au début l'origine bourgeoise, est parfaitement intégrée. Elle est même élue au comité de direction de la ferme et à ce titre déléguée à la convention du mouvement kibbutz dans la vallée du Jourdain. Elle rencontre ainsi les responsables sionistes, la plupart nés en Russie ou en Pologne, polyglottes, socialistes, ont l'ambition de fonder un État juif et d'instituer une société avec une identité parfaite entre la classe ouvrière et le peuple. Parmi eux, David Ben-Gourion, alors âgé de 36 ans, orateur passionné, homme d'action charismatique et autoritaire, venu de Pologne. Les thèmes développés vont renforcer l'ardeur de Golda. Beaucoup de ces hommes deviendront ses partenaires et certains ses amants. Mais son mari supporte mal cette vie collective, la dureté des tâches, l'étroitesse d'esprit et le peu d'intérêt porté aux activités culturelles. La dégradation de sa santé, il a notamment été victime de la malaria, ainsi que la dépression due à son mal-être, vont contraindre le couple à quitter le kibbutz et à revenir à Tel Aviv en 1924. Golda dira plus tard que ce séjour de près de 3 ans au kibbutz a constitué le meilleur moment de sa vie, mais elle ne songe pas à quitter son mari. De fait, il ne reste pas longtemps à Tel Aviv et déménage à Jérusalem, car un emploi leur est à chacun proposé à l'Office des travaux publics de la ville. Un fils, Menachem, naît en novembre 1924 et sera suivi 2 ans plus tard d'une petite Sarah. En raison d'une santé fragile, Golda demeure mère au foyer jusqu'en 1928.
la vie est difficile en raison du petit salaire de son mari. La rencontre de David Remetz, côtoyé 6 ans plus tôt à la convention des kibboutz, est alors déterminante. Il lui propose un poste au secrétariat du Parti des travailleurs. Golda revient à Tel Aviv avec les enfants, tandis que Maurice reste à Jérusalem et les rejoint pour le week-end. Cette nouvelle vie marque le début de l'ascension politique. Golda se fait remarquer par son efficacité. Ainsi est-elle désignée, grâce aussi à sa parfaite connaissance de l'anglais, pour participer à des conférences internationales en Europe et aux États-Unis. Ses interventions devant les foules des congressistes sont appréciées pour la précision des analyses comme pour l'empathie suscitée. Devenue spécialiste des questions sociales au sein du syndicat, elle est élue en juin 1930 au comité central du Parti des travailleurs, le MAPAI, fondé par Ben-Gurion. En août 1930, à Londres, Golda marque les esprits en attaquant avec véhémence la politique des Britanniques en charge de la tutelle sur la Palestine. Elle dénonce leurs décisions favorables aux Arabes et leurs manquements aux promesses faites aux Juifs. Sa réputation internationale s'affirme, d'autant qu'elle est la seule femme dans ce monde d'hommes accoutumés à la violence verbale. Au printemps 1932, sa fille Sarah, âgée de 6 ans, est victime d'une grave maladie des reins et les médecins sont très pessimistes. En accord avec son mari et malgré la fatigue du voyage, Golda décide de partir aux États-Unis avec ses 2 enfants, d'autant qu'on lui propose une mission de 2 ans à l'organisation sioniste américaine pour récolter des dons. Un long et éprouvant périple. Mais à New York, les médecins font un autre diagnostic et en quelques semaines, la petite Sarah recouvre la pleine santé. Golda peut se consacrer à sa mission, parcourant l'Amérique dans des conditions souvent rudimentaires. Elle plaide pour la création d'un État juif en Palestine. Au retour à Tel Aviv en 1934, les enfants sont heureux de retrouver leur père et Menachem l'aîné peut montrer ses progrès dans la maîtrise du violoncelle. Golda intègre le comité directeur des instances sionistes, toujours seule femme de cette organisation impliquée dans les domaines du travail et de la santé publique. L'immigration des Juifs chassés d'Europe renforce les tensions avec les Arabes de Palestine et provoque violences et émeutes. Champs saccagés, arbres fruitiers abattus, trains et autobus attaqués. Lors de ses fréquents déplacements dans le pays, Golda mesure le risque encouru, mais ne renonce jamais. Ainsi se convainc-elle de la nécessité de créer 2 États, un débat toujours actuel près de 100 ans plus tard. Elle rage de l'impuissance de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, à préconiser une solution équitable pour Juifs et Arabes. Sa colère vise aussi les Britanniques, dont la politique consiste à réduire l'immigration des Juifs européens empêchés de gagner la Palestine. Lors de ses contacts avec les autorités, elle est redoutée, car elle argumente sans rien céder. Après le 8 mai 1945, marquant la fin de la guerre mondiale, les dirigeants sionistes veulent croire que l'accès à la Palestine, strictement encadré sous la tutelle britannique, va devenir possible pour les Juifs parqués dans des camps installés dans différents pays. De fait, il n'en est rien, et les candidats à l'immigration sont pourchassés sur terre et sur mer. Un climat de radicalisation s'installe. Et en février 1947, les Anglais, constatant leur échec dans la remise en ordre attendue, décident le recours à l'ONU. Le conflit de Palestine est dorénavant une affaire internationale. Durant les années 1946-1947, Golda, qui a changé son nom de Meyerson en Meir, s'est efforcée de ne rien céder tout en s'opposant aux actions terroristes menées par les groupes juifs d'autodéfense de l'Irgun et de la Haganah. Toujours sur la brèche, elle parcourt le pays et ne se repose jamais. Et sa joie est grande lorsque l'ONU décide le 30 novembre 1947 le partage de la Palestine en 2 États indépendants. Mais le lendemain, comme elle le redoutait, les Arabes déclenchent des attaques sur tout le territoire, saccagent des boutiques,
agressions et assassinats dans les quartiers juifs, alors que la police britannique demeure l'arme au pied. Golda Meir est à nouveau désignée pour aller aux États-Unis afin de récolter des fonds auprès des riches organisations juives pour l'achat des fusils, des canons et même des avions indispensables dans la perspective de la guerre qui se profile. Une épuisante tournée de 2 mois dans tous les États américains pour réunir la somme de 50 millions de dollars immédiatement utilisée pour l'achat d'énormes quantités d'armes et de munitions. Le 14 mai 1948, Golda figure parmi les dirigeants rassemblés autour de Ben-Gurion qui décident la création du nouvel État d'Israël. À Tel Aviv, la foule est en liesse, mais chacun sait que les armées des nations arabes sont prêtes à fondre sur les positions juives isolées à travers le pays. Et de fait, les attaques sont immédiates. Il faut un peu de temps pour que l'armée du nouvel État qui s'est constituée à partir des combattants de l'Irgun et de la Haganah les contienne, puis les contraigne à reculer. Dès le 17 mai, Golda Meir repart pour New York afin d'entreprendre une nouvelle collecte de fonds. Ce voyage ne l'enchante pas, d'autant qu'elle est inquiète sur le sort de ses 2 enfants, sa fille dans un kibbutz et son fils, le musicien, qui a dû rejoindre l'armée. Mais le prestige acquis lui vaut le plein succès dans sa mission. Alors qu'elle apprend depuis les États-Unis sa nomination comme ambassadrice à Moscou, un accident de voiture à Brooklyn provoque une fracture de la jambe et elle doit passer de longues semaines à l'hôpital. À son retour à Tel Aviv, intervient le mariage de Sarah, qui la rejoindra à Moscou avec son mari comme opératrice radio. C'est le 3 septembre 1948 qu'elle arrive dans la capitale soviétique. Après 8 mois, au cours desquels elle aura tenté d'aider les juifs russes victimes de l'antisémitisme du régime stalinien, elle regagne Israël où elle devient ministre du Travail, seule femme du gouvernement du jeune État hébreu. L'afflux des immigrés nécessite la construction des infrastructures correspondantes. Après 7 années dans cette fonction, elle est nommée ministre des Affaires étrangères. Voyageuse infatigable, elle doit souvent venir à New York pour défendre les positions d'Israël à l'ONU, notamment en 1956, lorsqu'Israël, en accord avec la France et la Grande-Bretagne, s'empare du territoire égyptien du Sinaï, dont il doit ensuite se retirer sous la pression des Nations Unies, après avoir ainsi démontré sa capacité militaire. Fin 1965, après 10 années à la tête de ce ministère, elle devient secrétaire générale du Parti travailliste, le MAPAI. Sa rupture avec Ben-Gurion et la découverte d'un cancer de la lymphe qu'elle dissimule et soigne discrètement justifient cette nouvelle orientation. Mais, en mars 1969, lors de la mort brutale du Premier ministre Levi Eshkol, victime d'une crise cardiaque, elle est élue par son parti pour lui succéder. Elle a 71 ans. Célèbre dans le monde et vénérée par son peuple pour toutes les actions menées depuis des décennies, elle peut constater l'enthousiasme suscité par cette nouvelle fonction. Et ceux qui la côtoient admirent le changement. La femme à la santé fragile, qui disait subir l'usure de l'âge et de la fatigue accumulée, redevient la combattante infatigable et souriante qui affirme se porter comme un charme. Golda Meir gouverne pendant 5 ans jusqu'en avril 1974. Elle reprend en main le contrôle du parti et se montre intraitable dans sa manière de diriger. En dehors du traditionnel conseil des ministres du dimanche matin, elle réunit la veille dans son appartement ceux dont elle a mesuré la fidélité. Tout en mangeant les gâteaux qu'elle a elle-même confectionnés, il prépare les décisions à prendre le lendemain. Une terrible épreuve survient en octobre 1973. Le vendredi 5, veille de la journée du Grand Pardon, le célèbre Yom Kippour, les armées égyptiennes et syriennes lancent des opérations de grande envergure dans le Sinaï et sur le plateau du Golan. Surprise, les troupes israéliennes vont d'abord reculer. Il faudra plusieurs semaines de durs combats et de sévères pertes humaines avant que la situation soit renversée, que les assaillants soient repoussés
et qu'un cessez-le-feu soit signé sous l'égide de l'ONU. Certes, Israël est d'Orechef victorieux, mais le prix est lourd. Golda Meir, qui est parvenu à galvaniser le peuple et qui a dû négocier pied à pied avec les Nations Unies, est cependant contestée. Pour la première fois, Israël a subi sans être à l'initiative. Sa démission quelques semaines plus tard marque la fin d'une époque, celle que l'on nomme la passionnariat du sionisme, est la dernière survivante d'une génération historique. Après son départ du gouvernement, elle vit modestement dans une maison de Tel Aviv qu'elle partage avec la famille de son fils musicien. Elle reçoit beaucoup de visiteurs ainsi que des milliers de lettres. Elle voyage encore pour récolter des fonds. En novembre 1977, elle rencontre le président égyptien Anwar el-Sadat, venu à l'initiative de son successeur, Menachem Begin. Le temps a passé et l'on peut voir les deux farouches ennemis d'hier discuter comme de vieux amis. Le 8 décembre 1978, à l'âge de 80 ans, la vieille dame qui a conservé toute la vitalité intellectuelle qu'elle redoutait de perdre au fil du temps, décède après de fréquents séjours à l'hôpital. Elle est inhumée dans le carré des grands de la nation, sur le mont Herzl à Jérusalem. Cette infatigable militante de la cause sioniste, cette dirigeante intraitable pour tout ce qui concerne l'avenir d'un pays en train de s'inventer, cette femme en qui les immigrants ont reconnu la mère protectrice, a laissé une trace indélébile dans la société israélienne. La discrète Golda, soucieuse de l'avenir de ses enfants, aura peu vécu avec son mari, davantage motivée par les arts que par les combats politiques, mais se sera toujours préoccupée de son sort jusqu'à son décès en 1951. Peu de femmes auront autant marqué le XXe siècle que Golda Meir. Radio CHU, c'est ta radio.